Alors, on va commencer avec la fusion nucléaire. Je remercie donc le Club d'astronomie Mont-Tremblant de l'invitation. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'on a besoin d'autres sources d'énergie? On va l'aborder dans un premier temps. Ensuite, qu'est-ce que l'énergie nucléaire? La fusion nucléaire. On va voir qu'on passe des étoiles à la Terre. Combien d'énergie pourrait-on libérer avec la fusion? À quelle température faut-il chauffer le plasma? Comment confiner le plasma à cette température? Comment chauffer le plasma jusqu'à cette température? Les réacteurs à fusion nucléaire et finalement les vaisseaux interstellaires de la Terre aux étoiles. Le premier chapitre, avons-nous besoin d'autres sources d'énergie? Avec l'augmentation de la population mondiale, l'augmentation du niveau de vie, toutes les prospections économiques montrent que les besoins énergétiques vont continuer d'augmenter. Donc, les combustibles fossiles couvrent 88 des besoins d'énergie primaire, des énergies renouvelables 12 On peut voir que, encore là, le pétrole, le charbon, le gaz, le nucléaire représentent la majeure partie des énergies utilisées dans le monde. Les énergies renouvelables, même si elles sont en croissance depuis quelques années, représentent à peine 12 Et on ne s'attend pas à avoir de grosses croissances de ce côté-là, même dans les prochaines dizaines d'années, en dépit de ce qu'on dit au niveau de la réduction des gaz à effet de serre. Ces énergies primaires-là vont survivre, vont être avec nous pendant plusieurs années encore. À ce rythme de production, le nombre d'années de production à ce rythme risque d'être assez restreint. Le pétrole, on en a pour environ 53 ans. Ces nombres-là sont à prendre avec un certain scepticisme, étant donné qu'on est presque toujours à 50-53 ans de nombre d'années de production possible pour les réserves, tout simplement parce qu'on fait des découvertes de nouvelles sources de pétrole continuellement. Il y a eu le pétrole de schiste, entre autres, qui est venu ces dernières années augmenter les réserves de façon considérable. Même chose pour le gaz naturel. On met 49 ans, nombre d'années de production à ce rythme, mais en pratique, on peut s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus que 49 ans. Charbon, 139 ans. L'uranium, 130 ans. Le thorium, on n'a aucune idée des réserves actuellement qui pourraient être disponibles. Et au total, on s'attend à avoir au moins 84 ans de réserves connues de combustibles fossiles pour les prochaines années. La consommation de combustibles fossiles pose de plus des problèmes environnementaux. Je vais tasser mes trucs un peu. Donc, les réserves d'énergie fossile, on peut voir que depuis des millions d'années, elles sont restées constantes, inexploitées. Et depuis environ un siècle, 1850, 1900 environ, la consommation de pétrole a augmenté et les réserves d'énergie fossile, bien sûr, ont commencé à diminuer. Quand on parle de pétrole, on parle également des énergies fossiles comme le charbon ou le gaz. Et on peut voir la courbe en rose qui ici représente à peu près le pic de consommation des énergies fossiles qu'on pourrait appeler l'ère du pétrole, qui va durer de 1900 à peu près à 2200. Donc, qui aura duré environ 300 ans finalement. De toute façon, les réserves seront épuisées dans moins de 200 ans. Les seuls scénarios plausibles, donc, reposent sur l'énergie nucléaire. Les autres formes d'énergie seront insuffisantes. On peut oublier l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, mais elle est limitée par le nombre de barrages qu'on peut faire. Déjà, on est rendu pas loin de la limite du nombre de barrages qu'on peut construire dans le monde. Donc, les seuls scénarios plausibles reposent sur l'énergie nucléaire. Alors, qu'est-ce que l'énergie nucléaire? Si on regarde, le noyau est composé de protons et de neutrons. Son diamètre est de 10 moins 15 mètres. C'est par exemple moins 15 mètres. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un millionième de milliardième de mètre. Alors, c'est tout petit. Les protons et les neutrons sont à l'intérieur du noyau et il est entouré d'électrons qui gravitent autour de lui à 10 moins 10 mètres de distance. C'est donc dire que l'atome
ou l'ensemble de la région occupée par les électrons, est environ 100 000 fois, le diamètre est environ 100 000 fois plus grand que celui du noyau. Ici, quand on veut représenter le noyau à l'échelle, on est obligé de tricher un peu, on est obligé de grossir un peu le noyau pour qu'on puisse le voir. Sinon, si on le mettait à l'échelle, on ne le verrait pratiquement plus. Ce serait un tout petit point par rapport au diamètre de l'atome qu'on observe ici. L'énergie qui lie le proton et les neutrons à l'intérieur du noyau est 1 million de fois plus grande que celle qui lie les électrons au noyau. Or, c'est cette énergie-là qu'on veut extraire pour pouvoir la transformer en énergie électrique ou en autre forme d'énergie, mais cette énergie-là est immense. Les réserves d'énergie à l'intérieur du noyau sont tout à fait considérables. Pour dégager l'énergie stockée dans le noyau d'atomes, il faut réaliser une transformation dans laquelle une partie de la masse du noyau disparaît. Ce défaut de masse se retrouve sous forme d'énergie par la formule bien connue E égale mc2. Je dis bien connue, mais je suppose, je ne sais pas si je présume de vos connaissances, mais c'est la fameuse relation d'Einstein entre l'énergie et la masse. C'est-à-dire que si on fait disparaître une partie de la matière, une partie de la masse du noyau, bien, cette énergie-là, cette masse-là va se transformer en énergie. Et la relation ici permet d'évaluer justement l'énergie qui va être dégagée par une transformation de la masse du noyau. Par exemple, si pour chaque kilogramme de matière qu'on fait disparaître, ainsi, on dégage en énergie une quantité tout à fait phénoménale. Si on fait le calcul ici, je vous le fais grâce des chiffres qui sont ici, l'énergie dégagée par 1 kg de matière, si on fait disparaître ce kilogramme-là au complet, représenterait environ 25 milliards de kilowattheures. Pour vous donner l'idée, 25 milliards de kilowattheures à 10 cents le kilowattheure, ça vaudrait environ 2,5 milliards. Donc, la quantité d'énergie sous forme nucléaire qui se trouve à l'intérieur, qu'on retrouve dans 1 kg de matière, si on faisait disparaître complètement cette matière-là, donnerait environ l'équivalent de 2,5 milliards de dollars en énergie qui pourrait être transformée, bien sûr, ensuite en d'autres formes d'énergie. Il existe 2 façons d'extraire de l'énergie du noyau d'un atome. C'est par fission de noyau lourd. C'est la méthode qu'on utilise actuellement. Dans la plupart des réacteurs, c'est des réacteurs à fission qui consistent à envoyer un neutron ici sur un noyau, comme un noyau très lourd, comme l'uranium ou plutonium. Et quand on envoie un neutron sur un noyau très lourd comme l'uranium, on va le perturber et il va se scinder en deux. Et à ce moment-là, les 2 parties vont s'écarter avec une certaine vitesse. Et également, il va y avoir 2 neutrons qui vont être libérés. Le tout va entraîner une libération d'énergie d'environ 200 mégaélectronvolts. On mesure les énergies en électronvolts, je vais revenir. 200 millions d'électronvolts. Pour vous donner une idée, les énergies au niveau des atomes ou des molécules sont de l'ordre de quelques électronvolts. Or, dans le cas de la fission d'un noyau d'uranium, on peut dégager environ 200 MeV ou 200 millions d'électronvolts. Par fusion, l'autre méthode, c'est par fusion de noyaux légers. C'est celle-là que je vais aborder dans les prochaines minutes. Donc, par fusion de noyaux légers, c'est-à-dire qu'on prend un noyau léger comme le deutérium, composé d'un proton et d'un neutron, qu'on envoie sur un autre noyau léger comme le tritium, par exemple. Et ces 2 noyaux-là se fusionnent pour produire un nouveau noyau qui est le noyau d'hélium, qui part avec une très grande énergie, 3,5 MeV. Et également, il y a un neutron qui est dégagé, qui part lui-même avec une grande énergie de 14 MeV. La relation, la fusion de deutérium-tritium, c'est un exemple de fusion nucléaire, va donc donner lieu à un hélium, un neutron et 10,6 MeV d'énergie. On peut avoir l'impression que c'est beaucoup moins efficace d'utiliser la fusion, en tout cas beaucoup moins d'énergie par réaction, par fusion que par fission. Mais il ne faut pas oublier ici que l'uranium est environ 50 fois plus massif que le deutérium et le tritium. Ce qui fait que si on regarde par unité de masse ou par kilogramme, si on veut, la quantité d'énergie par fusion est beaucoup plus grande, environ 3, 4 ou 5 fois plus grande que celle qu'on peut dégager par fission de noyau. Au niveau des atomes, donc on utilise une autre unité d'énergie plus pratique que le joule, c'est l'électronvolt qui vaut environ 10 exposant moins 19 joules. Et au niveau des noyaux, comme je disais, les énergies en jeu sont 1 million de fois supérieures. On utilise plutôt le MeV, 1,6 10,13 joules.
Donc, la fusion nucléaire des étoiles à la Terre. La fusion nucléaire est la source d'énergie du Soleil et des autres étoiles. C'est le Soleil ou les étoiles qui vont nous inspirer, qui vont nous démontrer que c'est possible de dégager l'énergie par fusion avant qu'on sache comment le faire sur Terre. Donc, on avait au moins un exemple que c'était possible. Ce n'est pas évident de réaliser la fusion pour autant, mais on pouvait savoir au moins que ce n'était pas une futilité, c'était quelque chose qui pouvait se faire et qu'on pouvait observer avec les étoiles et le Soleil. Une étoile commence à briller quand la matière en son cœur atteint, sous l'effet des forces de gravitation, des densités et des températures suffisantes pour déclencher les réactions de fusion nucléaire, libérant de l'énergie. Si la température à la photosphère du Soleil, c'est-à-dire la partie externe, celle qu'on voit, est de 5760 degrés Kelvin, il n'en est pas de même pour la température en son cœur qui avoisine les 15 millions de degrés Kelvin. C'est dans son cœur que se réalise la principale émission d'énergie, c'est-à-dire celle qui provient de la fusion des noyaux. C'est la température requise pour fusionner les protons, qui est le secret donc de la puissance solaire réside dans la fusion thermonucléaire. Aucune réaction chimique ne pourrait fournir une telle puissance. La principale séquence de fusion nucléaire du Soleil est celle illustrée ci-dessous où 4 protons se fusionnent pour former un noyau d'hélium. Si on prend avec 4 protons, 2 paires de protons, se fusionnent en libérant chacun un positron et un neutrino. Un positron, c'est un électron, un anti-électron, un électron positif. Et une fois que les 2 paires de protons se sont fusionnés, on se retrouve avec 2 paires de deutérium et un proton, qui eux-mêmes se fusionnent en libérant une paire de photons gamma et qui vont produire par la suite, une fois que ces 3 nucléons-là se seront fusionnés, un hélium 3, c'est-à-dire composé de 2 protons et un neutron, qui se fusionnent à leur tour en libérant 2 protons et pour former finalement un noyau d'hélium, l'hélium 4, 2 protons et 2 neutrons. L'hélium 4 est un noyau extrêmement stable. Et à chaque fois qu'il y a une réaction comme celle-ci qui produit un noyau d'hélium, à chaque seconde même, on va libérer environ 10 exposant 37 protons qui se fusionnent ainsi pour libérer environ 10 à la 26 joules d'énergie. Alors, c'est le mécanisme principal. Il y a d'autres mécanismes à l'intérieur du Soleil, mais le principal mécanisme de fusion nucléaire à l'intérieur du Soleil est cette séquence de fusion de protons au départ qui se termine finalement avec un hélium. Pour obtenir une réaction de fusion, il faut rapprocher suffisamment 2 noyaux légers comme le deutérium, un proton et un neutron, et le noyau de tritium composé d'un proton et de 2 neutrons. Puisque ces 2 noyaux sont chargés positivement, ils se repoussent. Il faut donc les envoyer avec une très grande vitesse, environ 10 à la 6 mètres par seconde ou 0,3 de la vitesse de la lumière, pour qu'ils puissent s'approcher suffisamment l'un de l'autre, à moins de 10,14 mètres l'un de l'autre. On a vu que le noyau est 10,15 mètres de diamètre, donc il faut pouvoir les rapprocher à moins de 10,14 mètres l'un de l'autre pour enclencher le phénomène de fusion. Ils arrivent alors dans la zone où se manifestent les forces nucléaires d'attraction capables de l'emporter sur les forces électriques de répulsion. La fusion du deutérium et du tritium produit un noyau d'hélium qui part, lui, avec une énergie de 3,5 MeV, quitte le lieu de fusion avec une énergie de 3,5 MeV, et un neutron qui lui-même part avec une énergie de 14 MeV. C'est cette énergie-là qu'on va essayer de transformer ensuite, l'énergie cinétique, qu'on va transformer en d'autres formes d'énergie quand on a réalisé la fusion de ces 2 noyaux-là. Combien d'énergie pourrait-on dégager avec la fusion? Chaque réaction de fusion deutérium-tritium, comme on l'a vu, libère 17,6 MeV, 7,6 mégaélectronvolts. Dans 1 kg de deutérium ou dans 1,5 kg de tritium, il y a environ 10 exposant 26 noyaux. Si on les fusionne en hélium, on libère environ 10 exposant 15 joules ou
3 fois 10 à la 8 ou 300 millions de kilowattheures. Je donne ça en termes de chiffres, en termes de montant, pour qu'on puisse réaliser l'importance de ces quantités d'énergie-là. À 10 cents le kilowattheure, ça représente environ 30 millions de dollars d'énergie par kilogramme de deutérium fusionné. Donc, 1 kilogramme, une fois qu'on a réussi à fusionner les 10 pour 26 noyaux qui composent ce kilogramme de deutérium et tritium, une fois fusionné, on a produit environ pour 30 millions de dollars d'énergie. Les combustibles deutérium, tritium utilisés dans un réacteur de fusion sont abondants et sont répartis également à travers le monde. Contrairement à l'uranium, qu'on retrouve seulement dans certaines régions du monde, le deutérium, tritium se retrouve à peu près partout. Dans un réacteur de fusion, le tritium sera fabriqué in situ, c'est-à-dire sur place, à partir du lithium 3P4N, qui est très abondant dans la côte terrestre et les océans. Le deutérium sera extrait de l'eau de mer dans laquelle on estime qu'une molécule d'H2O sur 10 000 est en fait du HDO. Le D ici, c'est un deutérium, qui est un isotope de l'hydrogène. C'est de l'eau composée d'un atome de deutérium à la place d'un des deux atomes d'hydrogène. La masse des océans est d'environ 10 exposant 21 kg. Il y aurait donc environ 10 exposant 16 kg de deutérium dans les océans, qui permettrait de dégager 10 exposant 31 joules en énergie, si on prenait tout ce deutérium-là et ce tritium-là. La consommation mondiale d'énergie présentement est de 14 gigatonnes équivalent pétrole, ou environ 5 fois 10 à la 20 joules. À ce rythme, on aurait suffisamment d'énergie pour 25 milliards d'années. Mais il n'y aura pas le temps de dépenser toute l'énergie puisque le Soleil aura explosé dans 5 milliards d'années. Alors, on va avoir plus d'énergie qu'on aura besoin jusqu'à la fin de l'existence de la Terre. Du Soleil, bien sûr. À quelle température faut-il chauffer le plasma? Il y a une relation ici, un petit point d'exclamation en haut à gauche, donc il y a un petit calcul que je vous présente. Si vous pouvez attendre que ça passe, ce ne sera pas tellement long. Il y a une relation entre la vitesse moyenne des particules d'un gaz et sa température, exprimée en degrés Kelvin. La vitesse d'une particule à l'intérieur d'un gaz de température T s'obtient par la racine carrée de 3kT sur M, M étant la masse de cette particule-là, et K étant une constante qu'on appelle la constante de Boltzmann, en l'honneur de celui qui a trouvé cette relation vers la fin du 9e siècle. Par exemple, dans la pièce ici, la masse des molécules d'azote est de 28 UMA, unité de masse atomique, ou environ 4,710 à 26 kg. Quand la température est de 20 degrés Celsius, ou 293 degrés Kelvin, la vitesse moyenne des molécules dans la pièce, où vous êtes probablement, est d'environ 500 mètres par seconde. Donc, il y a une relation très directe entre la température d'un gaz et la vitesse des molécules ou des particules qui le composent. À l'inverse, si on connaît la vitesse moyenne des particules, la valeur de la masse de cette particule-là, on peut connaître la température d'un gaz dont elles font partie par la relation T est égal à mV2 sur 3K. Donc, pour savoir à quelle température il faut chauffer un mélange de deutérium et de tritium pour que les noyaux se fusionnent en hélium, la question se ramène à déterminer la vitesse moyenne qu'on doit donner à ces noyaux-là pour que les deux noyaux se rapprochent suffisamment et qu'ils finissent par se fusionner. Les noyaux de deutérium, de tritium ont un diamètre d'environ 10,15 mètres. Pour qu'ils se fusionnent et que les forces d'attraction nucléaire l'emportent sur les forces de répulsion électrique, il faut les rapprocher à moins de 10,14 mètres l'un de l'autre. Si on les lance l'un vers l'autre avec une certaine vitesse V, cette vitesse diminue au fur et à mesure qu'ils s'approchent à cause de la répulsion électrique entre les deux noyaux jusqu'à être presque nulle au moment où ils se touchent, entre guillemets, à 10,14 mètres. Ils ont donc transformé ainsi toute leur énergie cinétique en énergie potentielle électrique. 1,5 fois la masse de deutérium par sa vitesse au carré, plus 1,5 fois la masse du tritium par sa vitesse au carré, doit être égal à KE2 sur R. KE2 sur R, c'est l'énergie potentielle électrique entre deux particules, entre les deux noyaux, une fois qu'ils sont à une distance R l'un de l'autre. MD, la masse du deutérium, MT, la masse du tritium, R, la distance du noyau qui se touche, au moment où il se touche, à 10,14 mètres. La constante électrostatique est 9 fois 10 à la 9
joules mètre par coulomb carré, et E, la charge élémentaire. On se retrouve donc, si on explicite, la vitesse donnée par la relation qui est ici. Si on remplace les valeurs numériques, on trouve que la vitesse qu'on doit donner aux deux particules, au deutérium et tritium, doit être environ de 2,4 fois 10 à la 6 mètres par seconde, ou environ 1 de la vitesse de la lumière pour qu'ils puissent fusionner. C'est une énergie de 5 fois 10 à la 14 joules, ou environ 0,3 mégaélectronvolts, pour pouvoir en extraire 17,6 MeV. Donc, on voit que pour dégager 17,6 MeV d'énergie par fusion, il faut quand même, au départ, fournir 0,3 MeV à ces particules-là pour arriver à les fusionner et pour pouvoir dégager une énergie 60 fois supérieure. Connaissant la vitesse moyenne qu'on doit impartir au noyau, la température à laquelle il faut chauffer le mélange deutérium-tritium s'obtient par relation T est égal mdV carré sur 3K. Et on trouve ainsi que la température devrait être de 400 millions de degrés Kelvin pour s'assurer que la vitesse moyenne soit suffisante pour que les noyaux se touchent. 400 millions de degrés Celsius ou 400 millions de degrés Kelvin, c'est la même chose ici. Il y a une différence de quelques centaines de degrés entre les deux, donc on ne fera pas tellement de distinction, on ne fera pas la distinction entre les deux, évidemment, ici. À cette température, environ la moitié des noyaux ont une vitesse suffisante pour se fusionner. On n'a pas besoin d'autant. C'est peut-être beaucoup trop d'énergie libérée en même temps. Or, on risque l'explosion d'une bombe H si on en libère trop d'un seul coup. Or, on a avantage, évidemment, à ce que la température ne soit pas aussi élevée que 400 millions de degrés. Les températures au cœur de la bombe peuvent atteindre plusieurs centaines de millions de degrés en moins d'une microseconde. Ici, simplement une parenthèse sur la bombe H, la bombe à hydrogène, la bombe à fusion. La bombe H, c'est une libération d'énergie, mais non contrôlée. C'est ce qu'on veut éviter. Bien sûr, on veut pouvoir produire de l'énergie, extraire de l'énergie par fusion de noyaux, mais en contrôlant cette libération-là. Si on portait la température du plasma à 400 millions de degrés, probablement qu'il y aurait trop d'énergie libérée d'un seul coup et ça pourrait être dangereux. Donc, on va limiter volontairement la quantité d'énergie ou la température qu'on va donner au mélange de façon à pouvoir contrôler, d'une certaine façon, la libération d'énergie par fusion. Ici, vous avez un exemple de bombe, la bombe H avant l'explosion. Il y a l'étage de la fission qui est en haut, ici, qu'on appelle le primaire, et l'étage de la fusion qui est en bas, qui est ici, donc composantes sont toutes suspendues dans une mousse de polystyrène. La partie en haut, qui est une bombe à uranium ou à plutonium, qui, en explosant, va porter la température du mélange ici de fusion, deutérium-tritium probablement, dans le cas de certaines bombes. Donc, ce mélange-là à très, très haute température, à plusieurs centaines de millions de degrés, et il va réaliser à ce moment-là la fusion en l'espace de quelques millisecondes. L'explosif haute puissance détonne dans le primaire, comprimant le plutonium en mode supercritique et démarre une réaction de fission. Le primaire émet des rayons X qui sont réfléchis à l'intérieur de l'enveloppe, irradie la surface du tampon. La mousse de polystyrène est transparente aux rayons X et ne sert que de support. Et finalement, les rayons X vaporisent la surface du tampon, comprimant le secondaire. Le plutonium commence une fission. Et en dernier lieu, comprimé et chauffé, le deutérure de lithium 6 entame une réaction de fusion et un flux de neutrons démarre la fission du tampon. Une boule de feu commence à se former. C'est la déflagration, donc le dégagement de toute l'énergie qui était contenue dans la bombe et qui est obtenue par la fusion des noyaux de deutérium et tritium. La plus puissante bombe H testée par les États-Unis dégageait une énergie de 17 mégatonnes d'équivalent pétrole, donc 7 fois 10 à la 17 joules, soit 1000 fois plus qu'une bombe à fission comme celle qui a été lancée à Hiroshima. Donc, on voit que la quantité d'énergie libérée par fusion est considérable. Si on compare, par exemple, aux bombes à fission, comme les premières bombes d'uranium. Et ça montre encore là l'objectif,
c'est de pouvoir libérer cette énergie-là d'une façon contrôlée, bien sûr. Heureusement, on peut contrôler facilement la réaction de fusion. Il suffit de limiter la température autour de 50 millions de degrés et de limiter la part de combustible à quelques grammes à la fois. C'est un peu comme quand on veut contrôler la combustion d'un foyer. On peut simplement ajouter une bûche de temps en temps. Et si on arrête d'ajouter des bûches, le foyer va s'éteindre de lui-même après un certain temps. Même avec une température inférieure à la température T2, la température qu'on appelle la température correspondant à la vitesse critique, il reste encore une bonne proportion des noyaux ayant une vitesse supérieure à la vitesse critique nécessaire à la fusion. On peut voir ici en violet, si on prend par exemple la courbe de température d'un gaz, si la température T1 est inférieure à T2, donc on a moins de particules qui ont la vitesse suffisante pour déclencher la fusion, mais on en a quand même suffisamment. La partie en violette ici correspondant à la quantité la partie des particules qui ont une vitesse supérieure à la vitesse critique. La partie en rouge ici, c'est la même proportion, mais dans le cas de la même, ce sont les particules qui ont la vitesse supérieure à la vitesse critique et qui correspondent à une température supérieure à celle qu'on avait au début, T1, T2 étant plus grand que T1. On va avoir à ce moment-là des noyaux ayant une vitesse supérieure à la vitesse critique qui vont être suffisants pour pouvoir libérer suffisamment d'énergie sans qu'on puisse sans perdre le contrôle de la réaction de fusion. Ce type de réacteur est donc très sécuritaire. La moindre perturbation non contrôlée de ce milieu entraîne son refroidissement rapide et l'arrêt automatique des réactions de fusion. L'emballement de la réaction est par conséquent intrinsèquement impossible, contrairement aux réacteurs à fission qui peuvent toujours présenter un danger d'emballement. Mais on a quand même affaire à des températures extrêmement élevées. La matière a des propriétés très différentes de celles qu'on connaît aux températures plus basses. À ces températures, les collisions sont tellement violentes qu'il ne reste aucun électron autour des noyaux. Il s'agit d'une soupe, entre guillemets, où se mêlent, s'entrechoquent noyaux et électrons. C'est un gaz ionisé qu'on appelle un plasma. Peut-être pour vous situer dans l'échelle des températures, des différents états de la matière, à moins 273 degrés Celsius, on est ce qu'on appelle au 0 degré Kelvin. C'est le froid absolu. On ne peut pas descendre plus bas que cette température-là. Si on monte jusqu'à 0 degré Celsius, dans le cas de l'eau, en tout cas, on va obtenir de la glace jusqu'à 0 degré, de moins 273 à 0 degré. Et ensuite, si on continue d'augmenter la température de 0 à 100 degrés Celsius, on va avoir la phase liquide de l'eau. Si on augmente encore la température, au-delà de 100 degrés Celsius, on est dans un gaz, la vapeur d'eau. Et à 3000 degrés Kelvin, le métal même est rendu en fusion. À 6000 degrés Kelvin, c'est la température à la surface du Soleil, environ. À 10 000 degrés Kelvin, l'ionisation est telle qu'à ce moment-là, on a une très grande partie des atomes auxquels il manque des électrons. On a affaire à ce qu'on appelle un plasma. Et à 15 millions de degrés Kelvin, c'est la température au centre du Soleil. Alors, ce qu'on veut atteindre dans le cas des réacteurs à fusion nucléaire sur Terre, c'est des températures d'environ 100 millions de degrés, entre 50 et 100 millions de degrés. 100 millions de degrés Kelvin, c'est la température qu'on vise à obtenir pour obtenir la fusion sur Terre. Pour que l'énergie produite par la fusion nucléaire soit supérieure à l'énergie fournie pour chauffer le plasma, il faut non seulement porter la température du plasma à quelques 50 millions de degrés Kelvin, comme c'est le cas pour la fusion deutérium-tritium, mais il faut aussi le contenir suffisamment longtemps et avec une concentration minimale pour avoir le plus grand nombre possible de réactions de fusion. C'est le critère de Lawson. Pour obtenir un bilan énergétique positif, c'est-à-dire si on veut dégager plus d'énergie par fusion que l'énergie qu'on a dû fournir pour porter le plasma à cette température de 50 millions de degrés Kelvin, il faut que la densité du plasma, exprimée en nombre de noyaux par centimètre cube, par le temps de confinement, c'est-à-dire la durée pendant laquelle on va confiner le plasma, soit supérieure à 10 exposant 14 secondes par centimètre cube. C'est le critère de Lawson. Il faut donc non seulement avoir des températures de 50 millions de degrés, mais également des densités et des temps de confinement
suffisant pour dégager plus d'énergie par fusion que celle qu'on a mis pour atteindre la température de 50 millions de degrés. Pour respecter le critère de Lawson, il faut donc maintenir le plasma dans un volume limité. Si le plasma s'expand trop rapidement, bien, on n'arrivera jamais à produire un bilan positif d'énergie. Et éloigné de toute paroi matérielle également, compte tenu des températures extrêmes. C'est sûr que si le plasma touchait à son enveloppe, à sa boîte, cette boîte-là disparaîtrait ou fondrait ou serait pulvérisée. C'est ce qu'on appelle le confinement. Mais comment confiner une matière aussi chaude? À des millions de degrés Kelvin, le plasma est complètement ionisé. On l'a vu, les collisions entre les noyaux sont telles que les électrons, s'il en reste encore autour des noyaux, bien, ils sont carrément éjectés et on a un mélange de noyaux et d'électrons et les deux ne sont pas liés à ce moment-là. Le plasma est complètement ionisé, c'est donc un mélange de noyaux chargés positivement et d'électrons chargés négativement. On va profiter de ce fait pour l'enfermer dans une bouteille magnétique. Petit exemple ici, quand une particule ayant une charge électrique Q arrive avec une vitesse V dans une région où il y a un champ magnétique M, la particule va ressentir une force magnétique qui est égale à Fm, qui est égale à Q, la charge de la particule, fois sa vitesse, fois le champ magnétique M, et perpendiculaire au plan formé par le vecteur V et M. Donc, la particule arrive avec une certaine vitesse V dans un champ magnétique, disons M comme ceci, elle va ressentir une force perpendiculaire au plan formé par la vitesse et le champ magnétique. Si je représente ici par des petits points des lignes de champ magnétique sortant perpendiculairement de l'écran, et si j'ai un noyau d'yttrium qui arrive chargé positivement avec une certaine vitesse V, il va ressentir une force perpendiculaire au plan formé par la vitesse et par les lignes de champ magnétique, ce qui va le faire changer de direction et de telle façon qu'il va finir par tourner en rond. Donc, c'est le principe qu'on veut appliquer ici en envoyant des particules chargées électriquement, des noyaux, en fait, qui sont dégagés de leur cortège électronique. On va les envoyer dans une région où il y a un champ magnétique et on va s'assurer que ce noyau-là reste à l'intérieur de la bouteille magnétique. Dans un plasma à l'état libre, la trajectoire des particules est aléatoire et les particules vont s'échapper si on mettait pas un confinement, si on n'appliquait pas un confinement magnétique. Comme le plasma est formé de particules chargées, les champs magnétiques peuvent interagir sur celles-ci. Si ce même plasma baigne dans un champ magnétique rectiligne, les particules s'enroulent autour des lignes de champ et ne peuvent plus atteindre les parois latérales. Afin d'éviter les pertes aux extrémités, on referme la boîte magnétique en créant un tore. Un tore, c'est une genre de beigne. Le champ magnétique est inscrit par une série d'aimants entourant le plasma, ça s'appelle le champ magnétique toroïdal. Et on montre que ce confinement n'est pas tout à fait suffisant et que pour minimiser encore les fuites de particules, les lignes de champ doivent être hélicoïdales, un peu comme en forme d'une hélice, comme ce qui est inscrit par la ligne bleue qui est ici autour du beigne. Dans un tokamak, c'est la machine qu'on va utiliser, qui est utilisée actuellement par les principaux réacteurs à fusion nucléaire. Dans un tokamak, un ensemble de bobines produit un champ magnétique dans la direction du tore, auquel vient s'ajouter le champ magnétique créé par un courant intense axial circulant dans le plasma lui-même. Les deux champs génèrent la structure hélicoïdale des lignes de champ. Et on va avoir ici le courant du plasma qui circule à l'intérieur du beigne et on a les bobines qui entourent le beigne, qui vont produire le champ magnétique de façon à pouvoir contenir le plasma à l'intérieur de cette bouteille magnétique-là. Dans un stellairator, c'est une autre configuration, la configuration magnétique repose entièrement sur des courants circulant dans les bobines en hélice et on obtient encore là un confinement du plasma et le plasma subit comme une torsion à l'intérieur, mais il reste à l'intérieur de la bobine ou du tore qui constitue la machine qu'on appelle le tokamak. Comment chauffer le plasma jusqu'à cette température? 3 méthodes sont possibles pour chauffer un plasma. 1, le courant qui circule dans le plasma sert aussi à chauffer le plasma par chauffage ohmique.
chauffage au mix. C'est le même type de chauffage que vous obtenez dans votre grille-pain ou dans une chaufferette ou une plainte chauffante où on fait circuler un courant dans un conducteur qui est plus ou moins qui présente une certaine résistance électrique et qui transforme l'énergie électrique en énergie thermique, qu'on appelle le chauffage ohmique. Tout comme le filament d'une ampoule chauffe quand le courant passe à travers le plasma, le plasma va monter en température sous l'effet du courant intense de l'ordre du méga-ampère qui le traverse. Malheureusement, cet effet proportionnel à la résistance du plasma, qui a tendance à s'écouler lorsque la température augmente, sature et ne permet d'atteindre que des températures limitées de l'ordre de 10 millions de degrés. C'est quand même bon, mais ce qu'on veut atteindre, c'est 50 millions de degrés au moins. Or, ce n'est pas en faisant circuler un courant dans le plasma qu'on va atteindre les températures nécessaires à la fusion. Pour atteindre les températures requises, il a donc recours à des systèmes de chauffage additionnels. Le chauffage par injection de particules neutres consiste à créer et accélérer un faisceau d'ions en dehors de la machine de confinement. Ce faisceau est ensuite neutralisé avant de pénétrer dans le plasma, où les particules sont ionisées et confinées par le champ magnétique. Les collisions redistribuent l'énergie et la température du plasma augmente. Le plasma peut absorber l'énergie d'ondes électromagnétiques aux fréquences caractéristiques du milieu. Ce chauffage par ondes électromagnétiques est transmis au plasma par des antennes qui tapissent une partie de l'enceinte de confinement. C'est un genre de chauffage par micro-ondes également qui vient s'ajouter. Le choix de la fréquence permet de définir l'espèce de particule qui sera chauffée et la région où se fera l'absorption de l'onde et donc le chauffage. Or, on obtient des températures de plus en plus élevées en ajoutant à différentes étapes différents modes de chauffage. Le schéma principal du réacteur électrogène est indiqué ici-dessous. Vous avez un schéma qui présente le tokamak en haut à gauche. Et le mélange combustible deutérium-tritium est d'abord injecté dans une chambre qui est ici. Le mélange deutérium-tritium est injecté dans la chambre. Et ici, vous avez une coupe du TORE, T-O-R-E, le genre de beigne dans lequel on va confiner le plasma à l'aide de champs magnétiques. Grâce à un système de confinement, il passe à l'état de plasma et brûle, ici à l'intérieur de la chambre. Ce faisant, le réacteur produit des cendres, l'hélium, et de l'énergie sous forme de particules rapides ou de rayonnement qui vont être absorbées à ce moment-là et absorbées et aspirées pour pouvoir sortir de l'enceinte, de la fournaise, qu'on pourrait dire. L'énergie qui apparaît sous forme d'énergie cinétique des neutrons est convertie en chaleur dans la couverture tritigène. Tritigène, c'est qui produit du tritium. La chaleur est utilisée ensuite pour produire de la vapeur et alimenter un ensemble classique de turbines et alternateurs producteurs d'électricité. Et cette énergie-là va être transportée ensuite par à travers le réseau pour distribuer cette énergie sous forme électrique à travers le réseau. Schéma un peu plus détaillé, les réacteurs à fusion nucléaire. Vous pouvez voir ici la partie centrale, c'est là où se trouve le plasma. Et pour obtenir un plasma performant, celui-ci doit satisfaire des critères de densité. Il doit y avoir un nombre suffisant de noyaux par centimètre cube et de température de plusieurs millions de degrés. Il faut aussi que l'énergie portée par les noyaux d'hélium reste confinée dans le plasma suffisamment longtemps. La durée pendant laquelle l'énergie reste confinée dans le plasma est appelée le temps de confinement d'énergie. Elle varie avec le carré du grand rayon du plasma. C'est la raison pour laquelle, quand on a commencé les premières expériences avec les tokamaks, les dimensions étaient assez restreintes. Il y en avait un ici à Varennes, au Centre de recherche d'Hydro-Québec, là où j'ai fait mon doctorat en fusion thermonucléaire. Donc, il y en avait un qui était de petite dimension, mais pas assez gros pour pouvoir obtenir un bilan positif, c'est-à-dire avoir assez de particules qui fusionnent de façon à pouvoir libérer de l'énergie, plus d'énergie en tout cas que celle qu'on a mis pour le chauffer. Cet effet de taille est une des caractéristiques des installations de fusion. Les réacteurs les plus performants sont obtenus dans des installations de grande taille. Donc, c'est la raison pour laquelle on a entrepris de construire des tokamaks, des réacteurs de plus en plus gros pour atteindre justement les quantités suffisantes, les quantités de particules confinées suffisantes pour pouvoir dégager suffisamment d'énergie, plus d'énergie que ce qu'on a
dû fournir pour atteindre des températures de 50 millions de degrés. Depuis l'avènement des tokamaks en 1970, la puissance de fusion, tokamak, c'est un nom russe, en parenthèse, qui veut dire champ magnétique toroïdal, en fait, en forme de beigne. Et ici, la configuration qui permet de confiner le plasma. Depuis l'avènement donc, des tokamaks vers 1970, la puissance de fusion des plasmas générés par les diverses installations de par le monde a été multipliée par 10 millions, passant de 10 watts. Alors, il fallait fournir souvent plusieurs mégawatts de puissance pour obtenir un minable 10 watts au début des années 70, jusqu'à quelques centaines de mégawatts aujourd'hui. De nombreux et importants résultats ont été obtenus en cours de route dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la physique, des technologies utilisées. On s'est aperçu en cours de route, au fur et à mesure qu'on augmentait la puissance, qu'on avait toutes sortes de problèmes. Entre autres, un des problèmes, c'est de pouvoir stabiliser le plasma à cette température-là, de garder à des températures de 50 millions de degrés assez longtemps pour que les réactions de fusion puissent se produire. Également, autre problème, c'est les neutrons qui sont éjectés au moment de la fusion sont tellement énergétiques que ces neutrons-là détruisent pratiquement leur environnement. On ne peut pas les freiner par des champs magnétiques, ils sont neutres électriquement et ils vont être absorbés par l'enceinte de béton qui se dégrade assez rapidement. Les performances en termes de puissance demandée à un réacteur électrogène ont été fixées à au moins 1000 mégawatts. C'est les réacteurs qu'on espère obtenir avant 2050, peut-être 2040. C'est un des objectifs actuellement. Et la performance de réacteur le plus puissant, le plus gros actuellement, qui est en construction, il n'est pas encore en opération, mais il est en construction, c'est le réacteur qu'on appelle ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, présentement en construction à Cadarache, dans le sud de la France. On s'attend à ce que sa puissance soit de l'ordre de 200 mégawatts, soit à peine 5 fois moins que la puissance requise pour être considéré comme un réacteur électrogène. Ce réacteur-là va servir de banc d'essai, si on veut, avant d'en construire un autre encore plus puissant qui devrait franchir la barre des 1000 mégawatts. Initialement, il y a seuls 4 membres qui participaient au projet d'ITER au tout début. Il y avait les États-Unis. On peut voir ici une photo de l'installation qui est en construction. C'est une photo qui date de 2018-2019 environ. On voit que la construction du centre est déjà assez avancée, mais on n'a pas encore réussi. Ça fait une dizaine d'années qu'il est commencé. Le budget est d'environ 10 milliards d'euros et on n'a pas encore commencé à faire fonctionner le réacteur, ce qui devrait se faire dans les prochaines années, d'ici 1 an ou 2. Donc, initialement, seuls 4 membres participaient au projet ITER. Il y avait les États-Unis, l'Union européenne. Le Canada est associé à l'Union européenne pour des raisons pratico-pratiques. Et la Russie participe également au projet financièrement et le Japon. Entre-temps, il y a d'autres pays qui sont joints au projet. Il y a la Chine, il y a l'Inde, entre autres choses, le Kazakhstan même, je pense, qui envoie des scientifiques qui participent au budget de développement de ITER, et ce qui fait que c'est vraiment un projet international. La raison pour laquelle il est en France, c'est dans la suite d'un concours où il y avait plusieurs sites qui étaient envisagés. Il y en avait un en Espagne, un autre au Japon. Donc, c'est le site français qui a été retenu pour cette première phase de développement. Il y a une autre phase qui va être prévue en 2019. Donc, la construction du réacteur est achevée environ à 60 %. Encore, on voit la photo. Après 10 ans d'usinage complexe, les plus gros composants sont achevés et le rassemblage va commencer en 2020. Cet assemblage est constitué d'1 million d'éléments et qui comporte environ une dizaine de pièces chacun, donc de 10 millions de pièces. Alors, on s'attend à ce que cet assemblage-là soit terminé vers l'année 2022-2023. La phase des tests grandeur nature a démarré sur les machines d'assemblage. La mise en œuvre des réacteurs fusion nucléaire à l'échelle industrielle suppose de résoudre préalablement 3 problèmes. Comme je le disais tout à l'heure, c'est de maîtriser les réactions de fusion auto-entretenues, de pouvoir maintenir le plasma à des températures de 50 millions de degrés au moins pendant suffisamment longtemps pour
qu'il puisse s'entretenir lui-même, trouver une façon de produire massivement du tritium. On a besoin du tritium pour pouvoir produire la réaction de deutérium-tritium et inventer un matériau résistant au flux de neutrons rapides pour les enceintes de confinement. Le tokamak ITER ne s'attaque qu'au premier problème actuellement. Il y a une autre installation qui est l'International Fusion Material Irradiation Facility, a été incluse dans le projet pour étudier la résistance des matériaux aux neutrons de 14 mètres. Une autre étape est prévue vers 2040 avec la construction d'un nouveau réacteur appelé DEMO, visant à démontrer la faisabilité d'une exploitation commerciale d'un réacteur à fusion. C'est ce réacteur-là qui, en principe, devrait voir le jour vers 2040, 2050 environ, s'il n'y a pas trop de retard, et qui sera le premier réacteur visant à démontrer que la faisabilité commerciale pour exploiter un réacteur à fusion. Selon Greenpeace, l'impact sur l'environnement, la fusion nucléaire pose exactement les mêmes problèmes que la fission nucléaire, y compris la production de déchets radioactifs, les risques d'accidents nucléaires et de prolifération. Mais selon les physiciens en fusion nucléaire, le niveau de gravité de ces problèmes est réduit par rapport à la fission. L'activité et la durée de vie des déchets nucléaires sont nettement plus faibles. La demi-vie de 12 ans pour le tritium versus plusieurs millénaires pour certains résidus de la fission. Donc, c'est sûr qu'il y a des productions de déchets radioactifs dans le cas du tritium, mais la demi-vie est très, très courte. Donc, si on les entrepose pendant une dizaine d'années, ils sont pratiquement plus radioactifs. Les risques d'accidents nucléaires ne sont pas comparables. Il n'y a aucun risque d'explosion, ni risque de contamination à grande échelle non plus. On ne peut concevoir de bombes H. On craignait que la fusion nucléaire, si on la réalisait, permettrait de produire facilement des bombes à hydrogène, mais on ne peut concevoir de bombes H, dérivées de la technologie de fusion, sans connaître au moins la façon de produire une bombe A, c'est-à-dire une bombe à fission. Un pays qui maîtriserait une technologie de type ITER sans savoir comment faire la bombe A serait totalement incapable de produire une bombe H. Les métaux interstellaires de la Terre aux étoiles. Une fusée de masse M qui se déplace dans l'espace. Encore une fois, il y a un petit point d'exclamation ici qui veut dire qu'il y a un petit calcul que je vous présente. Si vous avez une fusée de masse M qui se déplace dans l'espace à une certaine vitesse V, et là, cette fusée-là a une impulsion ou une quantité de mouvement qui est égale au produit de sa masse par sa vitesse. Cette impulsion-là est conservée. C'est un principe de base en physique. En l'absence de champ extérieur, l'impulsion d'un objet, la quantité de mouvement de l'objet est toujours conservée. Cette quantité est toujours conservée dans un système qui ne subit pas de force extérieure. Pour augmenter sa vitesse propre d'une certaine quantité dV, et donc son impulsion propre, la fusée doit éjecter vers l'arrière avec une vitesse VE, une vitesse d'éjection, une certaine quantité de combustible DM. DM, le petit d ici veut dire une petite quantité de masse pour avoir une petite augmentation de vitesse dV. Les deux vont se produire si j'envoie vers l'arrière une certaine quantité de masse DM à une certaine vitesse VE. Et à ce moment-là, la fusée va augmenter sa vitesse qui était V, va donner V plus dV. Et le tout va faire en sorte que la totale de ces impulsions-là, dans un sens ou dans l'autre, va être conservée. De façon donc à ce que l'impulsion qu'elle gagne, MdV, soit égale à moins VEdM qu'elle projette à l'arrière. On a l'équation qui est ici, MdV est égal à moins VEdM. C'est le principe action-réaction. Si MdV est égal à moins VEdM, grâce à ce petit calcul-là, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec les intégrales, donc on arrive à la relation que dans le cas d'une fusée qui envoie une certaine masse à l'arrière ou qui a une certaine masse initiale et qui en a éjecté une certaine partie, il se retrouve avec une certaine masse finale et avec une vitesse d'éjection de gaz de VE, sa vitesse finale va être égale à V0 plus VE fois le log en base E du rapport MI sur MF. Par exemple, si au départ, quand la fusée est pleine de carburant, que sa masse MI est de 100 tonnes, disons,
qu'à la fin, quand elle a injecté tout son carburant, on peut supposer qu'elle a 99 de cette fusée-là est composée de carburant dans un cas extrême. Sa masse MF étant de 1 tonne à la fin, alors la vitesse qu'elle va atteindre va être égale à la vitesse qu'elle avait au départ, plus 5 fois la vitesse d'éjection des gaz. Pourquoi montrer ceci? Simplement pour montrer que l'augmentation de vitesse de la fusée est directement proportionnelle à la vitesse d'éjection des gaz qu'elle envoie vers l'arrière. Dans le cas extrême qui est ici, l'augmentation de vitesse va être simplement égale à 5 fois la vitesse d'éjection des gaz. Dans le cas des fusées à carburant chimique, comme celle qu'on envoie actuellement, la vitesse VE d'éjection des gaz est à peu près égale à la vitesse thermique des molécules. Environ VE égale la racine de 3 kt sur M. Pour l'hydrogène à 2000 degrés Kelvin, c'est les températures qu'on obtient en général dans les fusées à hydrogène, ça donne une vitesse d'éjection d'environ 8 km par seconde. Et en supposant une fusée d'1 tonne contenant 99 tonnes de carburant, l'augmentation maximale de vitesse qui pourrait avoir cette fusée serait de 40 km par seconde. L'étoile la plus proche était 4,2 années-lumière de nous, 4,10 à la 16 mètres. Il faudrait donc 10 à la 12 secondes pour s'y rendre ou 32 000 ans. Donc, on voit que les fusées traditionnelles qui fonctionnent avec un carburant chimique ne pourront pas nous permettre d'envoyer des objets vers les étoiles les plus proches, en tout cas dans un délai raisonnable. Il faut 32 000 ans dans le meilleur des cas. Pour Sirius, situé à 8,6 années-lumière, il faudrait donc 66 000 ans, ce qui est beaucoup trop long. Si on veut un jour aller vers les étoiles ou encore envoyer des objets, des robots pour explorer ces étoiles-là ou les planètes autour, il faut des vaisseaux beaucoup plus rapides. Par exemple, pour aller vers Proxima du Centaure, en 42 ans, il faut se déplacer au 10e de la vitesse de la lumière, ou 3 fois 10 à la 7 mètres par seconde. Et pour ça, puisque delta V égale 5 fois la vitesse d'éjection des gaz, il faut des fusées pouvant injecter des gaz, non pas à 8 km par seconde, mais plutôt à 6600 km par seconde, soit près de 1000 fois plus vite. Il faut donc considérer un autre mode de propulsion que la propulsion chimique, c'est la fusion nucléaire, bien sûr. La réaction de fusion nucléaire la plus prometteuse pour propulser un vaisseau est la réaction deutérium-hélium-3, qui permet de dégager l'hélium-4, formé par fusion, former un noyau d'hélium-4, et d'envoyer un proton à 14,6 mégaélectronvolts d'énergie. Le noyau part avec une énergie cinétique de 3,7 MeV et le proton de 14,6 MeV. Quelle est la vitesse des deux particules issues de la fusion? Si on fait le calcul, encore là, je fais base grâce du résultat. Donc, pour le noyau du détail du calcul, ici la racine de 2EC sur M. Donc, pour le noyau d'hélium-4, la vitesse sera de 1,3 fois 10 à la 7 mètres par seconde. Et pour le proton, il sera de 5 10 à la 7 mètres par seconde. Une vitesse d'éjection moyenne pondérée d'environ 2 fois 10 à la 7 mètres par seconde, ce qui, avec de telles vitesses, on pourrait propulser un vaisseau jusqu'à 18 mètres par seconde, soit près de 1/3 de la vitesse de la lumière. Le voyage vers Proxima se ferait en 13 ans au lieu de 32 000 ans. Et pour les astronautes, en parenthèse, le voyage, s'il y a des astronautes à l'intérieur de la fusée, bien sûr, le voyage ne durerait que de 12 ans et 14 mois à cause de la dilatation du temps. Quand vous allez à des très grandes vitesses par rapport à la vitesse de la lumière, les vitesses qui commencent à être comparables à la vitesse de la lumière, un tiers de la vitesse de la lumière ici, bien, le temps s'écoule plus lentement et à l'intérieur du vaisseau, le temps s'écoule plus lentement. Bien, 13 ans mesurés sur Terre correspondrait à 12 ans et 4 mois à cause de la dilatation du temps. De tels vaisseaux interstellaires pourraient ressembler à ceux-ci. Donc, on a déjà imaginé le tout. Ici, c'est beaucoup d'imagination ici parce qu'on est loin d'avoir résolu tous les problèmes techniques que ça pourrait présenter. Mais vous avez devant le vaisseau un tore magnétique à l'avant qui sert à collecter les protons dans l'espace. Il faut savoir que dans l'espace, entre les étoiles, on a quand même de la matière, ce n'est pas le vide absolu. Il y a environ 1 proton par centimètre cube. Donc, l'idée, c'est de collecter ces protons-là, de les regrouper, de les rapprocher à l'intérieur du compresseur et de pouvoir produire une réaction de fusion à l'intérieur du système, à l'arrière du compresseur, bien sûr, de façon à pouvoir éjecter des gaz à très, très haute température une fois que la fusion
a été réalisé. Le vaisseau, si le vaisseau est habité, donc on pourrait avoir un habitacle qui tourne sur lui-même en 12 secondes environ, si cette dimension c'est de l'ordre de quelques mètres. Ici, on suppose un vaisseau d'1 kilomètre de longueur et que quelques dizaines de mètres, peut-être une centaine de mètres de diamètre. Donc, on va faire un tour sur lui-même en 12 secondes, à chaque 12 secondes, autour de son axe longitudinal afin de produire un champ gravitationnel artificiel d'environ 10 mètres par seconde carré sur les parois internes de l'habitacle. Donc, ça veut dire que les gens qui seraient à l'intérieur pourraient marcher à l'intérieur, les pieds collés vers l'intérieur de l'habitacle et ressentiraient une attraction gravitationnelle ou une accélération comparable à celle qu'on retrouve à la surface de la Terre. Donc, c'est un exemple de vaisseau interstellaire de l'avenir. Encore là, les calculs certains ont fait des calculs de façon un peu plus réaliste, s'aperçoivent que pour pouvoir produire un tel vaisseau, il faudrait d'abord produire un champ magnétique immense qui pourrait couvrir quelques centaines de kilomètres pour pouvoir recueillir suffisamment de protons et de pouvoir les fusionner par la suite et pouvoir faire avancer la fusée à des vitesses comparables à la vitesse de la lumière. Donc, c'est tout. Pour recevoir les diapos de la conférence, pour toute question, commentaire, vous pouvez m'écrire à alainbonnier@videotron.ca. Ça fera plaisir de donner suite. Bien, merci beaucoup, M. Bonnier. Oui, j'essaie d'afficher mon... des questions. J'ai une question. Oui. Parmi les sources d'énergie actuelles, dans les, je pense, renouvelables, vous n'avez pas parlé de l'hydrogène parce que ça n'a pas d'avenir ou pourquoi? Quand vous dites l'hydrogène, pour stocker l'énergie, d'abord, c'est que l'hydrogène, un instant, est-ce que j'ai perdu là? Non, c'est encore là. OK, parce que là, j'ai perdu l'image. Un instant. OK. Donc, l'image, en tout cas. Donc, pour répondre à la question, quand on parle de l'hydrogène, c'est un peu abusif, en fait, de parler de l'hydrogène quand on parle, par exemple, de stocker, d'avoir des moteurs à hydrogène, des réacteurs à hydrogène. Ce n'est pas de la fusion, là. On fait simplement prendre des molécules d'H2O qu'on sépare, on sépare l'oxygène de l'hydrogène. Et donc, il faut fournir de l'énergie pour séparer d'abord la molécule d'eau pour pouvoir obtenir de l'hydrogène. Et une fois qu'on a obtenu l'hydrogène, il faut le comprimer parce que l'hydrogène, c'est un gaz qui est très peu dense. Il faut le comprimer ou le liquéfier. Donc, il faut fournir encore de l'énergie pour pouvoir le transporter ensuite et pouvoir transformer cette énergie qui se trouve dans l'hydrogène pour pouvoir, en le réunissant avec l'oxygène, pour pouvoir libérer cette énergie-là sous forme d'énergie cinétique. Alors, l'hydrogène est un mécanisme qui permet de stocker l'énergie. C'est un peu comme une batterie, si vous voulez. Ce n'est pas une source d'énergie. Donc, quand on parle, par exemple, je vais faire de politique, mais quand Dominique Anglade parle de l'avenir de l'hydrogène comme production d'énergie, c'est tout à fait abusé des gens. Je ne sais pas pourquoi elle va parler d'une chose comme celle-là. Donc, l'hydrogène, sous forme de stockage d'énergie, va servir dans certains cas, mais probablement pas pour les moteurs qui entrent dans les véhicules, tout simplement parce que l'efficacité est beaucoup moindre que celle d'une batterie. Et donc, sur le plan économique, ce n'est pas rentable du tout. La raison pour laquelle on va utiliser de l'hydrogène, stocker de l'hydrogène sous forme chimique à ce moment-là, c'est pour produire certains matériaux, certains métaux, par exemple, qui nécessitent des très, très hautes températures de plusieurs milliers de degrés. On a vu qu'on pouvait porter l'hydrogène à des très hautes températures et donc, c'est son principal avantage. L'utiliser pour faire propulser des véhicules, des autobus, quoi que ce soit, ça serait du gaspillage à toute fin pratique. Ça prend 5 fois plus d'énergie que, autrement dit, quand on part
de l'hydrogène ou de l'eau, il faut produire 5 fois plus d'énergie que l'énergie ou 20 de l'énergie qu'on va avoir stockée va pouvoir être transformée finalement de façon utile. Or, ce n'est pas une bonne façon de stocker l'énergie. C'est un peu comme si vous avez une batterie, vous devez fournir l'énergie pour la charger et puis vous pouvez retirer seulement 1/5 de cette énergie-là de façon efficace. Or, dans le cas présent, il n'y a aucun avenir pour l'hydrogène pour produire de l'énergie de façon massive, tout simplement parce que ce n'est pas une source d'énergie pour commencer, c'est une façon de stocker de l'énergie. Merci. Mais quand je parle de l'hydrogène ici, pour la fusion, la bombe à hydrogène, quand on parle de la fusion, ce n'est pas de l'hydrogène sous forme chimique, c'est la fusion des noyaux d'hydrogène. C'est là qu'on va dégager 1 million de fois plus d'énergie que dans le cas des réactions chimiques. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est Pierre-Yves. J'aurais une question. Oui. La question, ça fait, écoute, je ne sais pas, peut-être ça fait 20, 25 ans peut-être, qu'on nous dit que la fusion nucléaire de façon commerciale est pour dans 20 ans. Alors, ça fait plus longtemps que ça. Ah oui, bon, OK. Alors, ça fait plus longtemps que ça. Quand moi, j'ai commencé. C'est quoi votre opinion là-dessus? Là? Pardon? C'est quoi votre opinion là-dessus, vous? Là? Qu'est-ce que quand j'ai commencé, on peut s'attendre? C'était au début des années 70, c'était justement sur la fusion thermonucléaire. On avait réussi à produire des bombes H, donc de la fusion nucléaire non contrôlée dans les années 50. Les premières bombes H datent du début des années 50, 52, 53, je me souviens bien. Et on pensait même au début des années 50 que la fusion nucléaire se ferait de façon dans les prochaines années. Quand j'ai commencé mon doctorat en physique en 1970, donc c'était justement dans le domaine de la fusion nucléaire, je ne pensais pas que le fait d'arriver dans le domaine que ça accélérait la réalisation de la fusion nucléaire, mais on pensait effectivement que c'était une question de quelques années avant qu'on y parvienne. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le domaine, pour essayer de réaliser des réacteurs. Moi, quand j'étais dans le domaine, c'était plutôt l'approche avec des faisceaux laser. Il s'agissait de chauffer d'abord le plasma avec des faisceaux laser à des très hautes températures. On s'est aperçu assez rapidement qu'on pouvait difficilement dépasser quelques millions de degrés avec les faisceaux laser. C'était l'objet de ma thèse de doctorat, d'ailleurs, montrer qu'il y avait des grosses limites pour chauffer le plasma à plus que quelques millions de degrés avec des lasers de grande puissance. Pardon. Aujourd'hui, il y a des... Pardon. Il y a d'autres approches qui sont faites. Il y en a qui utilisent encore les lasers, mais avec des milliers de lasers qui convergent vers le noyau et on n'a pas encore atteint les températures nécessaires pour réaliser la fusion. Excusez une seconde. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, Alain. Les Chinois, je pense qu'ils en ont construit un tokamak, hein? Je raison. Tout le monde a construit des tokamaks. Il y en avait un au Québec, on a arrêté de l'utiliser il y a quelques années. Mais au début des années 70, quand j'étais au Centre de recherche de l'Hydro-Québec, il y en avait un tokamak qui était en construction en ce moment-là. Qui était construit au Québec. Un tout petit tokamak. Ouais. Mais les Chinois, là, en Chine, ils en ont construit un. Je pense que j'ai vu quelque chose, le HL2M. C'est le tokamak chinois. Oui. Ça se peut-tu? Il y en a un peu partout dans le monde, des tokamaks. C'est une machine qui, au départ, était mise au point par des Russes. Le nom tokamak, c'est un nom russe. Donc, il y en a des centaines dans le monde, des tokamaks. Mais les Chinois, ils en ont fait un gros, non? Oui. Le plus gros, c'est ça, comme j'expliquais, le rendement d'un tokamak augmente avec la grosseur. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'en construire des très, très gros pour pouvoir produire un bilan énergétique positif. Énergétique positif veut dire qu'on a vu qu'il faut porter la température du plasma à 50 millions de degrés. Et si
faut donc fournir beaucoup d'énergie pour le chauffer à 50 millions de degrés, le placement en question. Et on veut pouvoir dégager plus d'énergie à partir de la fusion que l'énergie qu'on a pris pour chauffer le placement à 50 millions de degrés. On s'aperçoit que quand le tokamak est trop petit, on n'arrive pas à dégager plus d'énergie qu'on en a mis dedans. C'est pour ça que celui qui est en construction actuellement à Cadarache, en France, c'est le plus gros réacteur. Et c'est un projet international parce que c'est un budget de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour le construire. On parle de 15-20, une dizaine d'années juste pour le construire et ensuite une dizaine d'années pour le tester. Même là, lui, il ne sera pas assez gros pour produire un bilan énergétique qui serait commercial, disons, qui aurait un intérêt commercial. Il faudrait qu'il soit au moins 5 fois plus gros. C'est l'autre étape qui est envisagée en 2040. Or, les Chinois sont très, très loin de ça. Les Chinois participent au projet ITER, d'ailleurs. Ils sont joints au projet ITER il y a quelques années, et de même que l'Inde, donc parce qu'ils ont vu tout de suite qu'il y aurait un intérêt à participer à ces projets-là, à financer une partie des coûts du projet, pour pouvoir en tirer des bénéfices éventuellement dans quelques dizaines d'années quand on va pouvoir le réaliser. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question? Oui. Oui, j'en aurais une question. Il y a des gens qui ont déjà dit l'énergie de la fusion et l'énergie de l'avenir, et il en sera toujours ainsi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez dire qu'il en sera toujours ainsi? C'est On parce qu'à un moment donné, on jamais va... à faire de la fusion d'une façon commerciale. Ah ben oui. Ben oui, c'est à peu près évident. On a vu, quand j'ai présenté au début, que les énergies fossiles, qui est la principale source primaire d'énergie actuellement dans le monde, ben, les réserves vont être épuisées d'ici un siècle ou deux. Peut-être 3, on ne sait pas si on en découvre d'autres, mais c'est sûr à un moment donné qu'il y aura une limite à ces réserves d'énergie fossiles-là. Et les autres formes d'énergie qu'on appelle renouvelables, comme l'éolienne, ben, c'est très, très limité. Ça fonctionne une partie du temps et à moins de couvrir la terre complète d'éoliennes, on n'arrivera jamais à fournir assez d'énergie pour l'ensemble de l'humanité. Pour les panneaux solaires, la même chose, ça peut fournir d'énergie, une certaine quantité d'énergie, mais c'est une fraction, quelques pourcents de toute l'énergie qu'on a besoin actuellement par année pour fonctionner. Et ces besoins d'énergie-là vont augmenter avec le temps. Et les panneaux solaires ou les éoliennes ne réussiront jamais à compenser ou répondre aux besoins. L'énergie hydroélectrique, mais il y a une limite aux quantités de barrages qu'on peut construire. Donc, pour l'instant, au Québec, on est bien fourni, mais dans un siècle, dans 2 siècles, on ne pourra pas construire 10 ou 100 fois plus de barrages si on a besoin de 10 à 100 fois plus d'énergie. Alors, tout ça fait en sorte qu'il y a une seule issue possible actuellement, c'est l'énergie par fusion nucléaire. C'est pour ça que c'est important, ce projet-là est très, très important, qu'on puisse le réaliser d'ici la fin du siècle à tout le moins. Alors, on vise vers les années 40-50, 2040-2050, pour pouvoir avoir un premier réacteur qui soit commercial. Commercial, ça veut dire qu'il produit plus d'énergie de façon rentable que l'énergie qu'on a mis dedans pour le partir. Et à ce moment-là, bien sûr, les coûts vont diminuer. Là, ça va coûter quelques dizaines de milliards pour ces 2 réacteurs-là, mais les coûts vont diminuer avec le temps et au fur et à mesure qu'on va avoir résolu les problèmes, ça devrait permettre de produire de l'énergie de plus en plus abondante et ça nous met à l'abri de toute pénurie d'énergie pour les prochains milliers d'années, des millions d'années même. Merci. Sylvie, je pense que tu avais une question. Oui, j'ai entendu parler de fusion froide. Vous nous parlez de fusion à des très hautes températures, mais qu'est-ce que vous pensez de... Pouvez-vous nous en parler un peu de la fusion froide? C'est un canular, la fusion froide. Ça bon? a commencé il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. C'est 2 chimistes qui prétendaient faire une réaction d'électrolyse en fusionnant ou en rapprochant certains noyaux l'un de l'autre avec une certaine réaction de catalyse, et qui aurait permis de dégager de l'énergie par fusion, de fusionner des noyaux avec très, très peu de très, très basse température, quelques degrés ou quelques centaines de degrés,
C'est un canular. On Ouais, a pu bon, montrer ben, qu'il n'y avait aucun avenir. Il y a peut-être encore des gens qui travaillent là-dessus, mais c'est à peu près impossible de la façon qu'on prend le tout, parce qu'on a vu que quand on veut fusionner des noyaux, il faut les rapprocher l'un de l'autre, à 10,14 mètres l'un de l'autre. Et pour ça, mais comme les noyaux sont chargés positivement, ils se repoussent électriquement, et donc il faut les envoyer à très, très grande vitesse pour pouvoir faire espérer qu'ils se rapprochent suffisamment pour se fusionner. Et ces vitesses-là sont de l'ordre sont des fractions de vitesse de lumière, et les températures qu'on doit produire pour avoir des vitesses aussi élevées sont de l'ordre de quelques 50 à 100 millions de degrés minimum. Or, sinon, il on faudrait qu'ils ne perdent leur voit pas charge. comment on peut faire la fusion avec la fusion froide. C'est un non-sens quasiment. Il Ouais, n'y a personne qui comprend ça. faudrait que les noyaux perdent leur charge positive et qu'ils deviennent comme neutres à ce moment-là. Ben, c'est des neutrons à ce moment-là. Ouais, Des neutrons. ça fusionne Mais pas. les neutrons ne durent pas longtemps. Un neutron, s'il n'est pas à l'intérieur du noyau, il ne dure pas plus que 20 minutes. OK. Donc, si vous avez un gaz de neutrons, ben, dépêchez-vous à faire la fusion. Mais comment vous allez faire pour les contrôler, les confiner? Le neutron n'a pas de charge électrique. Donc, on a vu que non seulement il faut les envoyer à très grande vitesse, mais il faut pouvoir confiner le placement à l'intérieur d'une bouteille magnétique. Mais pour confiner des particules dans l'intérieur d'une bouteille magnétique, il faut que ces particules-là soient chargées électriquement. Oui. Les neutrons, c'est justement le problème. Les neutrons qui quittent l'enceinte, on n'a pas le contrôle. Ils quittent avec de très grande vitesse, l'enceinte de la fusion nucléaire, quittent l'enceinte de la fusion à très, très grande vitesse. Ils viennent frapper les parois de béton en général qui entourent le réacteur nucléaire. Et à ce moment-là, ils détruisent ou détériorent. C'est un des gros problèmes de ces réacteurs-là. On n'arrive pas à les freiner. Et la seule façon de les freiner, c'est en appliquant une masse de béton ou d'acier suffisamment grande pour les absorber. Mais à ce moment-là, ils servent à chauffer le béton ou la masse d'acier, mais on ne peut pas s'en servir pour les confiner. On ne peut pas utiliser ces particules-là et les mettre à l'intérieur d'une bouteille à très, très haute température. OK, merci. Une autre petite question. Vous parliez dans votre vaisseau de l'espace là, qui pouvait récolter 1 proton par centimètre cube. Ben, c'est la densité de protons dans l'espace entre les étoiles environ. Ça vient d'où ces protons-là? C'est des protons, ça vient de la lumière, ça vient de... Ben, ces protons-là, c'est des résidus d'étoiles, de poussière stellaire. Ou le Soleil émet, en plus de la lumière, émet ce qu'on appelle le vent solaire. Donc, c'est un jet de particules, entre autres, en grande partie des protons. OK. C'est de la matière. Qui se retrouvent dans l'espace. Toutes les étoiles envoient des protons dans l'espace. Donc, ils se parsèment, mais comme les distances entre les étoiles sont très, très grandes, donc ça ne fait pas des très hautes densités. Un proton par centimètre cube. Par exemple, au niveau dans le solide, on parle de 10 exposant 15, 10 exposant 19, 10 exposant 20 particules par centimètre cube. Donc, la densité de particules entre les étoiles est très, très, très faible. Mais même s'il y a un proton par centimètre cube, il y en a qui ont pensé qu'on pourrait récupérer avec un vaisseau qui fonctionne en fusion nucléaire, récupérer ces protons-là, les fusionner comme fait le Soleil, et puis s'en servir comme carburant pour faire avancer le vaisseau et atteindre des vitesses comparables à la vitesse de la lumière. Donc, c'est un peu comme si vous roulez sur l'autoroute, vous avez des bidons d'essence que vous ramassez en cours de route pour faire avancer votre véhicule. Donc, on a la chance d'avoir un carburant partout dans l'univers qu'on peut ramasser en cours de route pour pouvoir voyager à travers les étoiles. C'est des protons, donc c'est toutes des charges positives. Oui. OK. Les neutrons, il n'y en a pratiquement pas dans l'espace. Pourquoi? Parce que les neutrons, quand ils ne sont pas à l'intérieur d'un noyau, ils se désintègrent très rapidement. Ils se transforment en protons, d'ailleurs. OK, merci. Après leur durée de vie moyenne de 20 minutes. Un neutron, ça ne dure pas longtemps à l'extérieur du noyau. La seule façon qu'il soit à l'intérieur du noyau, c'est qu'on pense toujours que c'est des particules qui sont assez stables. On dit qu'il y a des protons et des neutrons. Mais les protons et les neutrons à l'intérieur des noyaux s'échangent des particules qu'on appelle des mésons mu, des particules qui sont échangées entre elles et changent d'identité continuellement. Entre l'intérieur d'un noyau, les protons et les neutrons changent d'identité environ 10 exposant 24 fois à chaque seconde. Et
Donc, c'est très, très instable. Si on extrait le neutron du noyau, il se transforme en proton spontanément en moins de 20 minutes. OK, merci. Ah, Donc, David, est-ce que tu as une question? J'en ai une, moi, Diane, si jamais. OK. Mais la question est la suivante. J'en ai une en réalité. Notre Soleil, c'est notre source d'énergie. Puis là, on parle simplement de comment on pourrait l'exploiter, cette énergie-là, au meilleur de notre connaissance actuellement. Il y a seulement d'autres projets que ceux qui nous sont présentés actuellement. Oui. Ben, utiliser l'énergie solaire à Parce que, partir de écoutez, les panneaux solaires, là, évidemment, ça a des limites. Mais peut-on faire autre chose? Parce que c'est notre source d'énergie, notre Soleil. Oui. Il y a seulement d'autres idées qui sont apparues. Je ne comprends pas trop la question. Il y a d'autres... Comment peut-on exploiter notre Soleil à part juste les panneaux solaires? Comment peut-on l'exploiter davantage? Qu'est-ce qu'on fait là actuellement? La façon que moi, je verrais les choses, c'est que d'abord, tapisser la Terre de panneaux solaires, ce n'est pas très efficace. Ça prend beaucoup d'espace pour rien. Et la densité d'énergie qui nous vient du Soleil est relativement faible. C'est quand même de l'ordre de 1 kW par mètre carré pendant qu'il fait soleil, bien sûr. En gros, c'est quelques centaines de watts par mètre carré qu'on obtient, mais c'est pour produire les quantités d'énergie qu'on a besoin pour fonctionner, alimenter toute l'énergie qu'on consomme, environ 14 gigatonnes équivalent pétrole actuellement, la consommation mondiale d'énergie. Il faudrait quasiment tapisser une très grande partie de la surface de la Terre. Puis si les besoins énergétiques augmentent, on ne peut pas augmenter la puissance du Soleil, on ne peut pas augmenter la densité d'énergie, il faudrait augmenter le nombre de panneaux, mais à un moment donné, il y aurait une limite. Il y a une façon peut-être de contourner ça, ça serait de mettre les panneaux solaires dans l'espace et d'envoyer l'énergie sous forme de rayons micro-ondes peut-être vers la Terre. Parce que là, on a beaucoup d'espace pour mettre des panneaux. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les vaisseaux spatiaux. Il y a des panneaux solaires à l'intérieur, mais ça coûterait très, très cher également. Donc, ce qui est beaucoup plus fécond, qui a beaucoup plus de chances de survenir, c'est qu'on réalise, qu'on dégage l'énergie qui provient des noyaux. Il y a comme on a vu, juste le deutérium dans l'océan nous donnerait suffisamment d'énergie pour produire l'équivalent de la consommation actuelle pendant 25 milliards d'années. Donc, c'est sûr que c'est là qui est la bonne façon, surtout si on veut utiliser de plus en plus d'énergie dans un prochain avenir. Dans les prochains siècles, en tout cas. Pierre, c'est à ton tour. Bonjour, M. Bonnier. Oui. On entend parler ces temps-ci beaucoup là, de l'hélium-3 qu'on retrouve sur la Lune et qui pourrait régler les problèmes d'énergie sur Terre. L'hélium-3, ce que je lisais dans certains articles, est beaucoup plus stable que le tritium. Puis que si on le cultivait sur la Lune et qu'on l'amenait, tout simplement, ça pourrait régler les problèmes d'énergie. Au niveau de... Vu que c'est un gaz très léger, là, oui. je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, là, que quelques tonnes d'hélium pourraient... Tous les noyaux légers peuvent servir à être fusionnés pour la fusion, bien sûr. L'hélium 3, le noyau le plus stable parmi les noyaux légers, c'est l'hélium 4. Donc, on peut effectivement fusionner l'hélium 3 avec d'autres noyaux légers comme le deutérium ou les protons, tout simplement, pour produire de l'hélium 4. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'on dégagerait l'énergie. Mais je ne suis pas sûr que ce soit rentable d'aller chercher de l'hélium 3 sur la Lune, de le transporter sur Terre pour produire la fusion. D'abord, on ne sait même pas encore comment faire la fusion de façon rentable. Donc, j'imagine qu'avant d'aller chercher de l'hélium 3 sur la Lune, on aurait avantage d'utiliser seulement le deutérium et le tritium qu'on a sur Terre et on aurait suffisamment de réserves pour produire toute l'énergie qu'on a besoin. Mario, je pense que tu as une question.
J'espère qu'on va être capable de bien t'entendre. iPad, ça se trouve avec qui? Il y en a un qui est identifié iPad, qui a la main. Bon, on va l'oublier. Est-ce que quelqu'un d'autre qui a des questions? Je sais qu'on avait quelques commentaires tantôt. Il n'y a rien qui n'a pas été répondu, Diane. Pardon? Il n'y a rien qui n'a pas été répondu. OK, merci. Je ne les voyais pas. Alors, si personne n'a des questions pour le moment, alors on va remercier beaucoup M. Bonnier. C'est toujours intéressant de vous entendre. On vous en remercie beaucoup. Je veux dire que c'est un problème. C'est un sujet assez technique. J'aurais préféré donner quelque chose d'un peu plus ludique comme sujet, comme sur les planètes ou sur le Soleil, etc. Donc, la fusion nucléaire, c'est un sujet assez technique. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec les technicalités, les calculs, mais ça vous donne une idée, en fait, de ce que représente cette source d'énergie-là, cet espoir pour l'humanité. Et personnellement, j'ai bon espoir aussi que d'ici 30-40 ans, on aura réalisé d'une façon rentable la fusion. Ça va être la principale source d'énergie de la Terre pour les humains. Ce qui arrive, ça a été demandé par certains de nos membres, cette présentation-là. Alors, c'est pour ça qu'on savait qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient un intérêt. Il y a quand même un lien avec l'astronomie, étant donné que c'est le mode de production d'énergie des étoiles et du Soleil. Quand j'étais au doctorat au début des années 70, et quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, bien, je disais, j'essaie d'allumer une étoile. Et évidemment, quand je disais ça aux gens, bien, je passais un peu comme pour un illuminé. Mais c'était effectivement le cas. Quand on veut réaliser un réacteur à fusion thermonucléaire, le but, c'est équivalent d'allumer une mini-étoile sur Terre et de pouvoir utiliser cette énergie-là exactement comme celle qu'on utilise avec le Soleil. Sauf que là, on aurait le contrôle de cette énergie-là plutôt que de la collecter avec des panneaux solaires à très grande distance du Soleil. On aurait accès à une énergie beaucoup plus abondante que celle qu'on pourrait jamais obtenir avec des cellules photovoltaïques. Excellent. Alors, il n'y a pas d'autres questions? Alors, ne vous en faites pas. Je sais que ça fait la deuxième présentation que vous faites avec nous. On vous trouve toujours intéressant. Alors, si vous nous permettez, on va sûrement vous redemander éventuellement d'autres présentations si vous êtes disponible. Essayez de choisir un sujet plus facile. Oui. Mais ce qui arrive, c'est que, comme on disait toujours, on a au-dessus de 120 membres et on essaie au moins une fois par mois de donner quelque chose d'un peu plus avancé pour... plus substantiel, oui. C'est ça, exactement. Mais faites-vous-en pas. L'autre présentation qu'on fait dans le mois, elle est beaucoup plus relaxe et plus adaptée à nos débutants. Mais c'est en demande. J'ai plusieurs membres avec nous qui ont beaucoup d'expérience, puis ça nous avait été demandé. Puis au contraire, je suis quand même très surprise du nombre de personnes qui ont assisté à votre présentation ce soir quand même. Bon, ben tant mieux. OK, je vous remercie beaucoup. Bien, parfait. Puis on va se remettre. Je vous quitte là-dessus. OK, au revoir. Merci à vous. Merci. On vous remercie encore, puis bravo. Alors,